Nous habitons dans une époque étrange, il faut dire. Et c'est un moment très intéressant de l'humanité, moi je trouve. Avec, mais c'est très perturbant en même temps, avec toutes les crises et la violence qui est autour et toutes les choses qui a commencé de dissoudre pendant le XXe siècle. Avec la nature de l'art était mise en question. Le management, le terrorisme ne fonctionne plus et il n'y a rien qui a vraiment remplacé ça. Il y a les lignes de communication qui a complètement changé, la circulation de l'énergie, notre relation avec l'environnement, notre perception de l'univers et tout ça. Et avec, on se trouve dans un moment très complexe et très difficile. Et la question qui arrive pour moi de là, c'est comment est-ce que nous pouvons nous sentir équilibrés et enracinés dans cette situation. Et ma réponse, qui est venue au cours de ma vie professionnelle et personnelle, est d'activer l'imagination. C'est l'imagination qui a la clé pour nous, pour trouver l'avenir de l'humanité dans le XXIe siècle. Donc, je voudrais vous raconter un tout petit peu mon histoire, comment je suis arrivée à cette réponse, quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Donc, on commence au début. Mon père, il était grec, il était né en Asie mineure, et puis en 1923, il était exilé avec tous les autres Grecs de cette période, et arrivé à Athènes. Et leur famille a dû reconstruire leur vie à Athènes. Et puis à la fin de la Deuxième Guerre, il y avait la guerre civile qui est venue en Grèce, qui était là, qui approche en Grèce, donc lui, il a voulu partir. Il a fait une demande pour étudier en France, mais il était trop impatient d'attendre la réponse d'avoir cette bourse. Il était mathématicien. Donc il s'est caché dans un bateau et il était arrivé aux États-Unis sans rien et il a reconstruit sa vie. 3 mois après son arrivée, son frère l'a écrit une lettre en disant qu'il a reçu la bourse de venir en France. Donc je crois que son destin était un peu la France, donc moi je le suis quelque part. Alors, ma mère était suédoise, d'origine, son père était suédois, sa mère était suédoise américaine, mais elle a grandi au Congo belge. Pour des raisons, on ne va pas entrer dans toute l'histoire. Et donc, mes parents se sont rencontrés à New York, et ils ont créé une famille, et ils ont développé les choses. Et puis, 14 ans après, mon père, il a rentré en Europe pour la première fois parce qu'il était invité par l'université de Darmstadt d'être professeur pendant un an. Donc moi, je suis arrivée à ce moment. Donc quand j'étais née, il y avait 4 pays. J'étais déjà dehors des lignes. Il y avait 4 pays très importants en moi, les États-Unis, parce que j'étais née américaine, et la Grèce, la Suède, et puis l'Allemagne, mon lieu de naissance. Alors, on est rentré à New York quand j'ai eu 1 an, et j'ai grandi dehors de New York, 70 kilomètres de la ville de New York, au milieu de la forêt, au bord de la mer. Et là, c'était une enfance assez intéressante parce que ma mère était chanteuse d'opéra, mon père aussi, il était musicien et chanteur, il y avait plein de musique. Moi, j'ai commencé de jouer la clarinette et le piano assez jeune, et puis j'ai commencé la danse un peu plus tard. Et j'ai étudié le théâtre, et puis j'ai commencé dans les beaux-arts, et puis j'ai eu un intérêt dans l'histoire et tout ça. Donc moi, je n'ai pas trouvé une structure qui me convient. Donc je me suis rendu compte très jeune qu'il n'y avait pas de structure qui peut me supporter, ni pays, ni discipline, ni rien. Qui est intéressant, qui est attirant quelque part, si vous écoutez comme ça, mais ça peut être assez perturbant pour trouver l'identité. Et j'ai un souvenir, quand j'avais à peu près 12 ans, j'étais dans le jardin devant notre maison, et j'étais très conscient du fait que les États-Unis n'étaient pas assez pour moi, ni la danse, ni la musique, ni rien. Et j'ai senti un peu perdu. Et j'ai passé ma vie pour chercher un centre. Et justement, c'était l'imagination finalement qui m'a donné mon centre. Alors après, quand j'ai terminé le lycée, j'ai voulu aller à New York pour devenir une danseuse classique. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton intelligence à l'âge de 40 ans? Et j'ai dit, bon, je vais à l'université. Donc je suis allée à l'université, j'ai étudié l'histoire. Et au cours de mes études de l'université, j'ai découvert la danse contemporaine.
Et j'ai décidé quand même, après l'université, d'aller à New York pour poursuivre une carrière comme danseuse de base, d'abord. Alors, j'ai fait plusieurs cours dans plusieurs différents studios et tout ça, et puis je suis tombée dans le studio de Merce Cunningham. Et moi, là, dès que je suis arrivée, j'ai quitté tout le reste parce que là, je me suis sentie complètement libre. Merce était une personne, il était un animal d'abord. Lui, concernant cette idée corporelle d'affranchir les lignes, Merce était un exemple parfait de ça. Et justement, il m'a dit une chose, il y avait deux choses qu'il m'a dit qui est resté avec moi, qui a beaucoup influencé mon développement. Une, c'était, il était anarchiste quelque part. Ça veut dire, pour lui, ça veut dire qu'il voudrait laisser les gens de trouver leur sens en eux-mêmes, au lieu d'imposer quelque chose. Donc, il y a une liberté complète dans son technique. On est là, on arrive, on fait son propre travail et il n'y a pas de structure à adhérer. L'autre chose, il a dit que la plupart des danseurs, ils arrivent à un certain point où ils comprennent la phrase, ils savent on fait ça et ça et ça, et puis ils pensent que c'est assez. Mais il a dit que ça c'est le moment où il faut sauter le gouffre. Ça c'est le début. Dès qu'on connaît toute la structure, c'est là où la vie commence, la vraie vie commence. Pour aller profondément dans la vie, c'est là. Et pour moi, c'était très proche. Moi, j'ai une énergie assez forte et ça m'a permis vraiment d'explorer les choses. Donc, alors, pendant le cours de Merce, un jour, Merce, il a donné une adage qui était très, très, très lente, où il faut développer la jambe devant, le tenir, l'amener en arrière, le tenir encore, la laisser descendre, développer l'autre jambe dans un autre sens, plier, développer, enlever encore. Et moi, j'étais complètement bloquée dans mes muscles. Moi, j'adore les adages parce qu'il y a pour la fluidité que ça se permet et également pour le temps qu'on a pour faire attention aux détails. Donc, j'ai voulu sauter ça, d'aller plus loin, de perdre cette rigidité. D'accord. Et puis, donc, j'ai eu l'idée d'imaginer que j'étais au bord de la mer et que j'étais en train de nager avec les oiseaux qui planaient au-dessus de moi. Et puis de sentir le paix que je sens quand je suis au bord de la mer et quand je suis dans l'eau, comme ça. Et ça a changé la façon pour moi de danser. Les images que j'ai mises dans ma tête, à l'intérieur de mon esprit, a beaucoup influencé la façon dont j'ai pu faire cette phrase. Et ça, c'était le début d'une exploration très forte sur la couleur, parce qu'en fait, la mer était liée avec la couleur bleue. Donc, j'ai imaginé qu'il y avait la couleur bleue qui a coulé dans mon corps. Donc, ça, j'ai commencé à expérimenter avec les couleurs différentes pour comprendre comment je peux taper des différents états d'être selon les couleurs, d'utiliser les couleurs comme des cadres fluides pour des sensations différentes, pour des émotions différentes, pour des idées différentes et tout ça. Donc ça, j'ai continué ça pendant longtemps. Alors, chez Merce, il y avait beaucoup de danseurs qui sont venus d'Europe. Ils ont pris mes cours, donc il m'a invité de venir en Europe. Donc j'ai passé une période où j'ai passé la moitié du mon temps à New York et la moitié de mon temps dans plusieurs pays différents. Donc ça élargir ma perspective des choses et tout ça. Et puis j'ai rencontré mon mari et lui il est yougoslave et on est allé à Sarajevo. Il m'a amené à Sarajevo, sa ville de naissance. Une semaine après, la guerre a commencé. Et j'ai eu une expérience qui était le troisième moment. Donc j'ai eu le premier moment, c'était dans le jardin de mes parents. Le deuxième moment, c'était chez Merce, dans le cours, pour comprendre que ce que je fais avec mon esprit influence. Et ce troisième moment, la guerre était là, on était dans l'appartement, on a regardé les reportages de la guerre sur la télévision. Il y avait CNN, BBC, la télévision serbe, la télévision croate et autres, allemands aussi. Et tous les reportages n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dehors de la fenêtre. Et c'était un moment de ma vie quand je me suis rendu compte que la réalité est floue.
qu'on ne peut pas de définir qu'est-ce qui se passe. Il y a autant de théâtre dans notre monde. Et il y a un livre que j'ai lu plus tard du philosophe français Jean Baudrillard qui s'appelle Le crime parfait. Et pour lui, le crime parfait, c'est le meurtre de la réalité. C'est ça notre époque, c'est qu'il n'y a plus de réalité. Et il est parfait parce que on ne peut pas identifier le tueur, en fait. Donc, cette idée que la réalité est floue m'a fait réaliser que la seule réalité dont j'ai pu être sûr était à l'intérieur de moi. Parce que nous avons tous des imaginations et nous sommes en contrôle de nos imaginations. Nous sommes propriétaires à fond, pas d'hypothèse, rien. Ils sont à nous, nos imaginations. Donc c'est là où on peut trouver une sorte d'encre. Mais j'avance dans l'histoire. Donc après, j'ai eu l'occasion de créer une opéra en Slovénie. J'étais commandée par la Maison nationale de l'opéra et ballet, et c'était une grande opportunité. Il y avait la scène était une grande pièce noire, blanc, avec 12 portes autour ouvertes. Et chaque fois que les interprètes sont entrés en scène, c'était comme ils étaient dans une autre partie de leurs esprits. Donc cette pièce était un moment pour moi quand j'ai commencé de mettre en place une méthode, une façon d'explorer les couleurs et de comprendre l'architecture de l'imagination. Et donc, j'avance dans l'histoire parce que le temps passe vite. Donc, moi, la méthode que j'ai développée perçoit l'imagination comme une architecture conceptuelle composée de 7 espaces colorés. Et chaque espace donne les possibilités pour être dans un autre état d'être. Alors, après, je suis déménagée à Grenoble, j'avance dans l'histoire, et j'ai eu, par hasard, j'ai rencontré une femme qui était la directrice d'une école de management à Grenoble. Et j'ai commencé de parler de ma méthode, et elle m'a dit, mais est-ce que vous pouvez faire une séminaire pour mes MBA, mes élèves d'MBA? Donc j'ai dit bon, j'ai trouvé des exemples dans le monde du business qui peuvent s'appliquer, et j'ai pensé que ça va réduire mes idées. Et le contraire s'est passé. Je me suis rendu compte quand j'ai fait ça, tout le monde est ouvert pour moi. Alors j'ai décidé de prendre un MBA moi-même, de comprendre de l'intérieur, et maintenant j'essaie de mettre de trouver une entière que moi je deviens entière dans toutes les composants. Je continue mes activités dans la danse. Et dans le théâtre et dans les beaux-arts, je peins aussi dans les couleurs. Et j'essaie maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir le dialogue entre business et art et comment ils peuvent se dialoguer, parce que je crois que maintenant, l'imagination et la créativité sont importants pour tout le monde. Et les techniques que les artistes ont développées depuis des milliers d'années sont maintenant très importants pour les gens dans tous les métiers. Donc ce dialogue entre business et art, c'est très intéressant de développer. Je travaille maintenant avec Air Liquide sur une méthode sur la méthode et également de changer les espaces, donc de comprendre ce qui est à l'intérieur de soi peut être également influencé par l'espace autour de soi. Donc s'il y a une ambiance de noir, par exemple, ça change le fonctionnement de l'esprit. Donc, moi, ce que je crois profondément, que nos imaginations peuvent nous fournir nos propres ancrages dans la mer de turbulence qui est autour de nous. Merci Anne. Des questions à Anne par rapport à son parcours. Moi j'en ai une pour commencer. Qu'est-ce que toi, j'imagine en travaillant avec un homme comme Merce Cunningham qui est certainement très très exigeant, qu'est-ce que tu as appris de ce passage avec lui et de ce moment où tu as été danseuse professionnelle à pousser certainement ton corps dans des limites extravagantes entre guillemets par rapport justement à ce que tu fais aujourd'hui dans ton rapport avec le monde de l'entreprise? Moi, je dirais que c'est une dévotion, c'est un mot français, dévotion, au moment présent. Donc, parce que la base de la danse, c'est vraiment d'entrer à fond dans le moment présent, dans l'espace et dans le rythme. On ne peut pas penser à autre chose. Donc, c'est de dépasser ses limites, comme c'est la même chose dans le sport. Il faut être complètement dévoué au moment présent. Donc, il faut être dévoué à l'entreprise. Pardon? Il faut être dévoué à l'entreprise complètement, c'est ça que tu dis? Ouais. Non, mais je plaisante. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions pour... Merci pour votre
témoignage. En fait, je voudrais que vous reveniez un peu sur l'architecture conceptuelle avec les 7 espaces et les couleurs et en fait comment ça fonctionne, dans ce que vous avez imaginé, quoi. Alors, choisissez une couleur: noir, bleu, rose, rouge, vert, violet ou doré. Violet. Violet. Alors, donc dans le violet, donc chaque couleur a quatre composants différents. Il y a l'essence de la couleur. Pour le violet, c'est universalité. Pour il y a un paysage intérieur qui veut dire qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de vous quand vous êtes pour entrer dans cet espace. Pour le violet, c'est l'histoire, de sentir son propre histoire et l'histoire des bâtiments et des structures autour de soi. Un paysage extérieur, comment vous interagir avec les autres. Pour le violet, c'est la discipline. Donc, de penser bien à ce que vous dites et tout ça. Et puis, l'action, le verbe que vous amenez en vie, dans la vie, voilà, you put to life. Et pour le violet, c'est de percevoir. Donc, il y a des choses qu'on peut imaginer, donc à l'intérieur de soi, de comprendre. Pour moi, je pense à mon grand-père qui était en Asie mineure, tout ça, et mon père, je sens mon histoire, mon parcours, et comment ma vie fait lien avec ça. Je suis partie de quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, par exemple, dans le violet, il y a une façon d'être, une façon du corps. Le violet, c'est quelque chose qui est très vertical. Il y a une façon de se parler, donc il y a des différents états il y a des exercices qu'on fait, on pense aux expériences qu'on a eues déjà dans sa propre vie, de sentir ça pour entrer dans l'espace. Et puis on peut faire un choix. Donc la méthode fonctionne pour 2 choses. Il y a d'abord, c'est de comprendre tous de nous sont plus forts dans certaines couleurs que d'autres. Et d'abord, je fais un évaluateur de personnalité où on peut avoir une idée où on est dans le spectre. Après, on développe les choses où on est faible et les choses où on est plus fort, on renforce. Après, le deuxième, donc ça, c'est pour renforcer, pour élargir sa capacité d'explorer plus loin son imagination. Le deuxième fonctionnement, c'est comme un outil. On peut choisir, si on est dans une situation de stress, par exemple, il y a beaucoup de conflits autour, les gens sont nerveux, on peut décider d'être dans le bleu et de changer son comportement pour calmer la situation. Et chaque couleur a des avantages pour des situations différentes. Donc l'idée, c'est d'utiliser les couleurs pour changer son état d'être, pour bien adapter aux situations dans lesquelles on trouve dans sa vie professionnelle et personnelle. J'avais entendu dire que les couleurs pouvaient influencer, par exemple, sur les maladies. C'est-à-dire qu'on soigne sur la maladie, que parfois on soigne des gens par des couleurs et des enfants qui sont malades et on va les entourer de certaines couleurs. D'accord, oui, je suis d'accord. Il y a 2 choses que je voudrais dire. D'abord, moi, mes couleurs, je demande aux gens qui font ma méthode d'accepter les cadres que je donne, parce que les couleurs, il y a plein d'interprétations, ça a changé au cours de l'histoire et tout ça. Mais concernant les maladies, absolument. Je crois beaucoup en ça, parce que je crois que ce qu'on a à l'intérieur de son esprit influence le rythme, la façon dont on vit. Et ça peut, donc si on se met en bleu par exemple, ça peut, il y a un stress à l'intérieur du corps, les images, si on pense au Nymphéa de Monet par exemple, et on a cette image à l'intérieur de soi, ça peut changer la façon dont on interagir, mais également la situation dans son propre corps. Donc absolument, moi je suis d'accord avec ça. Une autre question? Je vais rester encore un petit peu sur les couleurs parce que j'ai un manque cruel d'imagination, donc ça m'intéresse beaucoup de savoir que c'est possible de faire ce genre de choses. Il y a une méthode, enfin je veux dire, ça s'apprend quelque part ça, ou c'est chacun doit faire avec ce qu'il peut faire avec son cerveau? Oui, en atelier. Moi, je donne des formations individuelles et en groupe. Oui, moi, je coach des gens. J'ai développé toute une formation individuelle qui est faite en 10 séances et tout ça. Donc, si ça vous intéresse. On prend deux petites questions. Si. Comment des mêmes couleurs peuvent avoir du coup des effets similaires sur des personnes très différentes? Je crois que le bleu, on peut être tous d'accord que lui, il n'était pas en bleu quand il a fait sa présentation. Donc moi, je dirais, il était complètement en rouge. On peut dire parce qu'il y avait une énergie, il y a une certaine force, il y a certaines choses qui sont universelles avec les couleurs. Le bleu est utilisé
pour l'Europe, pour les choses internationaux. Il y a moi, je parle des couleurs comme un cadre fluide. Donc ça nous amène dans une certaine arène. Après, chaque personne a des idées différentes de qu'est-ce que ça veut dire, mais on est dans la même arène. Si on pense à rose, on peut dire, on est un peu comme ça. J'ai donné une atelier avec HEC. C'était une équipe qui était faite pour les relations avec les entreprises. Et j'ai demandé à chaque personne de décider de donner 2 couleurs où ils se sentent attachés. Tout le monde, 30 personnes, hommes, femmes, de l'âge de 25 ans à 60 ans, tout le monde a choisi la rose comme une de ses couleurs. Et la rose, c'est la couleur de communication. C'est comme un papillon qui est un peu là et puis un peu là. Donc, c'est culturel quelque part, mais il y a certaines choses qui sont rouge, c'est de l'énergie. On ne peut pas dire que le rouge c'est de se calmer. Donc j'entre dans ce cadre qui est assez large. Vous pourriez nous parler des couleurs que vous portez aujourd'hui? Moi, je suis arrivée, j'ai décidé de me mettre en violet. C'est une question assez personnelle, mais je vous en prie. Alors, donc moi, j'ai décidé d'attendre le violet, de sentir un tout petit peu l'ensemble de l'espace, des gens, d'essayer de percevoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, de moi, et puis comment moi je peux être dedans. Ça, c'était ma couleur principale aujourd'hui. Et puis un peu de rose pour vous garder avec moi, de garder un peu d'humeur. Merci beaucoup, Anne.